Bon, Roland Charbach, revue des SAMU médecine d'urgence. Je suis un peu surpris de ne rien entendre de votre part sur la campagne qui se déclenche actuellement, main propre. On est assommé par Internet, par une télécommunication main propre aux sociétés de laboratoire. J'aimerais avoir votre position là-dessus. J'ai pas compris le début. Vous êtes surpris de ne pas m'avoir... De la campagne ou de ne pas m'avoir entendu? Vous n'avez rien entendu de votre part là-dessus. Ah, mais parce que tout a été dit, monsieur. Et ça a été l'objet de la tribune qui a été, je crois, écrite en réponse à ce que Libération avait publié. Je crois que la conclusion que je viens de faire illustre parfaitement mon état d'esprit par rapport à ça. Quand je dis « nous trouverons en travers », c'est-à-dire prêt à répondre, prêt à se battre pour que, justement, cette forme de jugement que je qualifierais un peu idéologique ne soit pas la règle et ne soit pas... Je n'interdis personne d'avoir les idées qu'ils veulent sur l'industrie du médicament. Nous sommes dans une société de liberté d'expression. Nous l'avons, hélas, vécu douloureusement récemment. Mais honnêtement, un peu de bienséance, un peu de sérieux quand on critique et que l'on juge. Et donc, ce que j'ai souhaité porter à la connaissance de ceux qui ont écrit ce papier, c'est que nous sommes déjà nous-mêmes engagés dans cette démarche d'amélioration et de qualité permanente et que nous sommes conscients des responsabilités que nous avons face à un enjeu qui est quasi sacré, c'est la santé. Et que, évidemment, aller réclamer une opération main propre frise je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui est entre la larme et le sourire. Bonjour. Albin Dumas pour Pharmacie Rurale. D'abord, je vous remercie de vos propos de plus en plus fermes sur le rappel de l'importance de l'industrie du médicament en France, et puis aussi de votre rappel de sa fonction et d'essayer d'oublier les polémiques autour de, parfois, des choses qui ne devraient pas se passer dans l'industrie du médicament. Mais en tant que pharmacien d'officine, je souhaiterais vous poser une question sur un problème qui revient de plus en plus fréquemment, c'est le problème des ruptures. Des ruptures dans lesquelles, malheureusement, on trouve que la communication, tant vers le public que vers les professionnels de santé, est assez, certes délicate, mais à mon avis, encore bien insuffisante. Donc je voulais savoir si le LEM avait une commission là-dessus et des travaux en cours de façon à arriver à ce que tous les laboratoires aient une politique qui respecte certes les secrets industriels et la stratégie industrielle qui est parfois difficile parce qu'on est dans un cadre bien sûr concurrentiel, mais aussi quand même qui permettent aux professionnels de renseigner les patients. Merci beaucoup. Merci de votre question, parce qu'elle correspond, et je peux vous l'assurer, et beaucoup de témoins sont là pour vous le garantir, que c'est une priorité qui n'est non pas une priorité récente, mais qu'une priorité qui a déjà été inscrite il y a un an dans les travaux du LEM. C'est un sujet extrêmement complexe, qui ne trouve pas sa solution que simplement dans la question des lignes de production et des flux tendus de ces lignes de production. Vous savez comme moi qu'elle est multifactorielle, la réponse. Certes, il y a un sujet qui est un sujet qu'on a évoqué et que Sébastien connaît bien, qui est la question justement de l'indépendance de production du pays. Et tout le travail que nous faisons sur le tissu industriel doit être là pour garantir justement une ligne de production qui évite un facteur de risque qui est celui d'avoir des productions externalisées ou importées. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important, j'en suis tout à fait d'accord. Le deuxième sujet, vous le savez bien, c'est effectivement une meilleure prévisibilité des besoins. On a tendance à l'oublier, mais les pandémies, par définition, sont dures à prévoir. Les incidences ou les prévalences qui se modifient dans certaines pathologies peuvent poser problème, notamment lorsque, et c'est le cas de la France, nous exportons des médicaments produits en France. Le cas, par exemple, des insuffisances thyroïdiennes ou des ablations de thyroïde, c'est pas que la France se met à faire plus d'ablation de la thyroïde, mais c'est que dans d'autres pays, on découvre, entre guillemets, les politiques de prévention du cancer de la thyroïde. Et vous avez une flambée, tout d'un coup, des demandes de produits d'extrait thyroïdien. Donc l'anticipation de ces phénomènes n'est pas toujours simple. Il y a effectivement les questions qui sont autour de l'exportation des produits en France, celles que nous faisons parce que nous produisons en France, puis il y a celles que nous ne maîtrisons pas, qui sont faites par aussi les personnes de la chaîne du médicament qui
et c'est normal, enfin, ils en ont le droit, font de l'exportation à partir de produits achetés en France vers des pays où le prix est différent. Tous ces points doivent être réfléchis et mis ensemble pour garantir justement l'équilibre entre la demande et l'offre. Et puis, je n'oublie pas le rôle des pharmaciens. Le DP Rupture a été quand même un progrès considérable pour lancer l'alerte, pour gérer l'alerte et avoir une meilleure réponse à d'éventuelles menaces de rupture de traitement. Encore une fois, c'est un sujet extrêmement important dans lequel nous avons une responsabilité indéniable, dans le sens de travailler dessus, mais c'est un sujet extraordinairement complexe que parfois certains réduisent à la seule question de lignes de production qui ne produisent pas assez. Et en faire un débat qui se réduit à ça, c'est se tromper déjà de diagnostic. Donc il faut remettre là encore l'église au milieu du village. C'est un sujet qui est complexe, mais sur lequel nous travaillons énormément. Philippe, veux-tu ajouter quelque chose ? Simplement pour compléter la réponse de Patrick, il y a un groupe de travail qui s'est réuni au ministère sous l'égide de la Direction générale de la santé qui a abouti à un projet d'article de loi qui doit, si ma mémoire ne me trompe pas, être l'article 35 dans la loi SNS, qui vise effectivement à adresser la problématique des ruptures de stock, notamment autour des médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur, c'est-à-dire des médicaments les plus sensibles. Et la position du LEM a toujours été plutôt soutenante par rapport à cet article qui devrait être voté dans le cadre de la SNS. Édouard Hubert, APM, j'ai plusieurs questions. Pour la première, je voudrais revenir sur l'affaire main propre. J'ai lu votre tribune et puis j'ai entendu également que vous avez insisté sur la nécessité de restaurer la confiance avec vos interlocuteurs. Il y avait un des outils sur lesquels votre prédécesseur avait travaillé qui était la charte du lobbying. On n'en entend plus parler depuis quelques mois. Où en êtes-vous sur ce chantier ? Et les autres questions, si vous en avez une ou deux. Alors, la suivante, vous avez parlé de dialogue avec beaucoup de parties. Il y a une partie que vous n'avez pas évoquée, qui sont les représentants des salariés, dans le cadre notamment du pacte de responsabilité. J'aimerais savoir si la reprise du dialogue avec l'État s'accompagne également d'une reprise d'un dialogue productif avec les représentants du personnel. Et j'avais une question incidente qui était de savoir, est-ce que vous avez une idée du montant dont l'industrie a bénéficié au titre du CICE pendant l'année 2014 et prévisionnellement pendant l'année 2015. Et ma dernière question porte sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres pour 2014 ? Comment est-ce que le médicament remboursable dans ce pays a évolué et quelles sont vos anticipations pour 2015 ? Très bien. Monsieur Hubert, donc vous allez m'aider, parce que je ne les ai pas notés, à reprendre tout dans le bon ordre. Donc je me souviens de la première, il n'y a pas de souci. Vous m'avez interrogé sur la question de la charte du lobby et de la confiance qu'elle peut porter. Vous n'en entendez plus parler, ça ne veut pas dire que le sujet est complètement il a disparu, bien au contraire. Je vais vous donner donc des nouvelles de la charte du lobby. Lorsque j'ai pris la présidence du LEM, j'avais effectivement repris ce sujet qui était cher à mon prédécesseur et qui mérite toute notre attention. Simplement, j'avais demandé à ce qu'on complète le travail qui avait été initié par un audit, un rapport, si je puis dire, un livre blanc, quelque part, des pratiques qui se faisaient dans d'autres secteurs et d'autres pays. Je trouvais un peu hasardeux de se lancer dans un engagement aussi important sans qu'on aille regarder concrètement ce que faisaient les autres secteurs dans ce domaine et surtout ce que d'autres pays dans le domaine de la santé avaient fait. J'ai demandé au CODEM s'ils voulaient bien s'occuper de faire ce travail. Ils l'ont conduit. Ils m'ont rendu un rapport cette année qui a fait l'objet là aussi de discussions, d'analyses. Tout récemment, un groupe de travail spécifique a utilisé ce rapport pour voir comment on pouvait le transcrire en propositions concrètes. Ces propositions, d'ailleurs, m'ont été fournies pas plus tard qu'il y a 48 heures. Je les ai examinées avec beaucoup d'attention. Et donc, nous allons travailler sur la transcription, si je puis dire, de ces propositions dans le cadre de ce que nous pouvons ou devons faire par rapport à ce sujet. Mais, encore une fois, une charte, c'est une chose. Je dirais une volonté
de s'inscrire déjà dans une démarche qui est une démarche transparente, c'est pour moi la priorité. C'est ce que nous faisons, je crois, de façon extrêmement claire depuis un certain temps. Et la charte doit être là plus pour, comment dirais-je, matérialiser ce qui est déjà un engagement des industries du médicament en matière de lobby. La deuxième question que vous avez posée, c'était sur le dialogue social. Je vais demander à Pascal Le Guyader, s'il est d'accord, de nous dire un mot de la situation ou de ce que sont les travaux avec nos partenaires sociaux sur le pacte de responsabilité. Bien sûr, merci Patrick. On a entamé les discussions avec les organisations syndicales de salariés sur le pacte dès le mois de septembre. Il n'y a pas eu de rupture de discussion sur le sujet. On a toujours continué à discuter avec eux. On a commencé par faire un constat. Aujourd'hui, le CICE, puisque c'est votre question, tel qu'on le connaît, puisque tous les paramètres ne sont pas encore définis, notamment pour 2016, c'est 240 millions d'euros d'aide au titre du CICE et la masse salariale de l'industrie est de 4,6 milliards d'euros. Donc vous faites le rapport et derrière le CICE touche essentiellement, comme vous le savez, les bas niveaux de qualification, donc essentiellement chez nous en fait les populations de production et de sous-traitance industrielle. Donc on a une réunion où on présentera un texte aux organisations syndicales le 19 ou 17 février, qui est, je dirais, un texte global sur le dialogue économique, puisque c'est lié, mais également sur les contreparties en emploi, notamment sur les jeunes, avec une insistance sur les jeunes en alternant. Voilà, et M. Hubert, pour les chiffres que vous demandiez, rappel des chiffres essentiels, qui mieux placé que le président de la Commission des affaires économiques pour vous répondre, et donc Philippe Cheng. Et président du GERS, alors quand on regarde les tableaux de bord du GERS, ce qui fait quand même froid dans le dos, c'est qu'on classe les laboratoires avec ce qu'on appelle communément le top 10. Et le top 10 des laboratoires pharmaceutiques en France, ils sont tous en rouge, c'est-à-dire qu'ils sont tous en régression en 2014. C'est une grande première, moi j'ai jamais vu ça. Et ça rebondit tout à fait avec ce que Patrick nous a... C'est un gros signe d'alerte. Après, le marché, il faut regarder selon tous ces segments. Et le marché ville remboursé souffre terriblement. Il va atterrir aux alentours de -2, -2,5. Ce qui tire le marché global, c'est le segment spécifique de la rétrocession, avec un produit qui a été cité aujourd'hui, c'est les produits de l'hépatite C, qui à lui tout seul tire très fort ce segment-là et le marché global. Mais en dehors de ce produit-là, le marché continue pour la 3e année de suite. Et puis si on regarde, les 2 années précédentes étaient totalement flat, ça veut dire 5 années sans croissance du marché pharmaceutique en France, alors que nos voisins européens, quand vous regardez les chiffres, l'Allemagne évolue positivement par exemple. Comment est-ce que le marché a évolué globalement? Environ +3, quand on regarde l'ensemble du marché pharmaceutique, qui est entre 2 et 3, on va dire 2,5. Les chiffres ne sont pas encore sortis, les chiffres de 2014, parce qu'il y a un décalage, on est sur des remontées de marché exhaustifs, on les aura prochainement. C'est tiré par un seul produit qui est dans le segment de la rétrocession. Quand on regarde tous les segments, et en particulier le segment, c'est très précis ce que je vous dis, le segment du marché, qui est le gros du marché, remboursable ville, il est en régression de -2. Et quand vous regardez le top 10 des laboratoires pharmaceutiques, ils sont tous en régression. Et est-ce que vous avez des données sur l'hôpital également? Dans l'hôpital, en rétrocession. C'est ce que je viens de vous dire. Il est en forte évolution positive et c'est lui qui tire le marché à partir d'un seul produit qui est le Sovaldi de Gilead. D'accord. Hors rétrocession, pardon. Plus de 8, me souffle Éric Bazeillac. Sur les produits de la liste en sus. Voilà. Mais on vous donnera... Ce que je vous propose, c'est de vous faire on va vous faire un petit tableau avec tous les éléments. Mais laissez-nous les quelques jours nécessaires à compléter le bilan 2014 qui n'est pas encore fait au niveau du GERS. Bonjour monsieur, Daniel Nochet, Valeurs Vertes. Alors je voudrais vous demander si le LEM a pris une position sur l'enquête qui est apparue dans la revue Science et qui faisait du cancer une question de malchance ou de chance. Et deuxièmement, j'ai reçu, bien entendu, le courrier que monsieur évoquait, qui émanait de madame Rivasi, ces accusations. Ne trouvez-vous pas que la meilleure méthode, c'est peut-être de consulter les parties prenantes afin de montrer les réponses de la science? Voilà.
Je ne vais pas être forcément tout à fait au fait de l'article que vous évoquez sur cancer, chance ou malchance. En tout cas, la question de l'épidémiologie et de la physiopathologie du cancer, vous le savez, est une question qui fait aujourd'hui grand débat, parce que c'est effectivement la conjonction de trois grands phénomènes qui sont les phénomènes, ce qu'on appelle endogènes, c'est-à-dire les risques génétiques sur lesquels nous sommes inégaux, hein, et on découvre de plus en plus par l'analyse des génomes qu'il y a des programmations génomiques à l'incidence plus importante de survenue de certains cancers chez certaines personnes. C'est vrai dans le cancer du sein, vous le savez, c'est vrai y compris pour le cancer de la prostate chez l'homme, c'est vrai dans le cancer du poumon, et c'est vrai aussi dans certains lymphomes. Il y a deuxième facteur que l'on maîtrise mal en termes du poids qu'il porte, c'est les facteurs toxicologiques qui sont portés par, bien sûr, tous les éléments de toxicologie volontaires que sont le tabac et l'alcoolisme, mais aussi c'est tout ce qui est subi, c'est-à-dire essentiellement la pollution et les éléments ou les ingrédients ou les dérivés qui se trouvent résidus dans tel ou tel élément de l'alimentation ou de l'eau. Et puis il y a le troisième élément qui est un élément qu'on maîtrise mal aussi, qui est la question de l'impact du psychisme et en tout cas oui, c'est ça, du psychisme sur la survenue éventuelle de dépression immunitaire qui favorise parfois la survenue du cancer. Donc c'est un grand débat qui est intéressant, qui est passionnant, qui passionne le LEM aussi au sens positif du terme. Je veux citer, et je veux en profiter pour vous dire que très prochainement, nous serons présents au grand colloque annuel qui a lieu sur le cancer de l'enfant, parce qu'on parle beaucoup de cancer de l'adulte, et nous sommes mobilisés sur la question du cancer de l'enfant et du développement spécifique de produits pour le cancer de l'enfant. Et je serai moi-même présent à ce colloque qui a lieu au Sénat, n'est-ce pas Catherine? Rappelle-moi la date, le 14 février prochain. Donc c'est un grand sujet, une question qui nous mobilise, et qui mobilise en particulier la Commission des affaires scientifiques qui travaille beaucoup là-dessus. Et quant à Madame Rivasi, écoutez, on a assez, je crois, assez commenté son article. Je suis Henri de Saint-Roman du quotidien du médecin. Depuis le 1er janvier, un décret issu de la loi Bertrand de décembre 2011 oblige les médecins à prescrire en DCI, dénomination commune internationale. Est-ce que le LEM a un jugement sur cette contrainte qui leur est imposée? On a surtout une vigilance plus qu'un jugement. La loi, c'est la loi. Maintenant, la seule chose sur laquelle nous sommes attachés, et là encore Catherine Lassalle, si elle veut, peut compléter ma réponse, nous sommes attachés à ce que les règles soient justes, scientifiquement rigoureuses et respectées. Et quelles sont ces règles? C'est que l'équivalence que les logiciels proposent d'une DCI ou d'une spécialité ou de plusieurs spécialités vers une DCI et réciproquement doivent être parfaitement sécurisées. Hein, c'est-à-dire que vous ne devez pas trouver dans ces logiciels des propositions de transcription d'une spécialité en une DCI qui ne correspond pas à la nature de la spécialité, soit parce que la nature de la spécialité a une galénique spécifique, soit parce que le dosage est différent, soit parce que la forme galénique propose éventuellement une diffusion du médicament dans le sang qui est en libération prolongée, alors que la transcription DCI ne l'est pas. Alors si on vous dit ça, c'est qu'un certain nombre d'adhérents du LEM ont déjà observé dans un certain nombre d'éditeurs, chez un certain nombre d'éditeurs, des anomalies dont certaines, je n'hésite pas à qualifier de dangereuses. Et donc, nous sommes extrêmement vigilants et nous allons recenser toutes les anomalies qu'il peut y avoir dans les éditeurs ou chez les éditeurs de logiciels, pas forcément de leur fait d'ailleurs, ça peut être des anomalies involontaires, je veux bien leur faire quelque part je ne veux pas leur faire de procès, mais nous devons absolument alerter les pouvoirs publics sur le fait qu'il est important que ces anomalies soient corrigées avant que ces logiciels soient diffusés de façon large. Maintenant, la loi, c'est la loi, et ça, il n'y a pas de sujet. Simplement, il faut que ça soit fait et bien fait, et de façon sécuritaire. Une question, Alexis Dussol du concours médical. J'avais en fait deux questions, mais on me dit
raccourcir, donc je vais faire bref. Une question qui concerne le PLFSS. Ici même, lors des vœux précédents, on avait évoqué l'intérêt qu'il y aurait peut-être à réfléchir à un cadre pluriannuel, vous voyez, de loi de financement. Est-ce que vous avez fait des propositions dans ce sens? Est-ce que vous avez évoqué le sujet avec le gouvernement? Et je voudrais que vous me disiez un mot aussi de la concertation interministérielle dont vous félicitiez, mais qui n'a pas produit ses fruits. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que les choses peuvent changer pour le prochain projet de loi? Oui, j'ai évoqué les deux, je crois. La première, c'est que la pluriannualité, vous l'avez bien compris, n'est pas rentrée dans le jeu du PLFSS. Pour des tas de bonnes et moins bonnes raisons. Il y a presque une raison constitutionnelle qui fait que c'est compliqué. Mais en revanche, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le CSIS refondé serait une merveilleuse opportunité de donner justement une feuille de route au moins triannuelle à l'appareil politique qui se charge de la régulation. Donc, puisque ça n'est pas forcément aisé à faire dans le cadre d'un PLFSS, qui, nous l'avons bien compris, garde sa vision plutôt court-termiste, eh bien, essayons de l'inclure dans la définition stratégique que pourrait avoir un CSIS centré sur une politique qui touche à l'innovation, à la régulation, à l'efficience et à l'attractivité. Sur l'organisation interministérielle que nous avons réussi à mettre en place l'année dernière, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des expériences positives. J'ai même, je crois, pris la précaution de dire, même si le résultat n'était pas à la hauteur de nos espérances, mais ce n'est pas une raison pour jeter la méthode avec l'eau du bain. Et je crois que la méthode était bonne, elle reste bonne. De toute façon, on a plutôt une philosophie qui est assez largement partagée au LEM, c'est que le dialogue produit toujours plus d'effets que pas de dialogue, que de ne rien dire ou tout simplement se tourner le dos. Donc, rien que pour cette raison-là, il y a une logique absolue à continuer ce dialogue, à élargir effectivement l'assiette, c'est-à-dire s'assurer que les représentations ministérielles soient présentes dans ce dialogue. Ça veut dire l'industrie, ça veut dire la recherche. Ils doivent avoir toute leur voix dans ces échanges, et nous l'avons encore répété récemment, moyennant quoi tout est améliorable. Et avec l'expérience de l'année dernière, j'espère que nous arriverons à trouver les voies d'une concertation mieux réussie. Philippe Leduc, vous l'avez dit, l'innovation est de retour, même si elle n'est jamais partie. Des médicaments plus efficaces sur des pathologies rares en cancérologie. Est-ce que le modèle économique de l'industrie pharmaceutique change réellement? Et s'il change, est-ce que ce n'est pas la solution? C'est-à-dire des médicaments plus efficaces pour des problèmes non résolus de médecine, donc plus chers. Et l'exemple du Solvalier est assez emblématique. Quand même, à partir du moment où un médicament apporte une contribution très importante, guérit des maladies, il obtient un prix très, très élevé. Est-ce que ce nouveau modèle économique sera la solution à vos soucis de rentabilité, d'attractivité, etc.? Le modèle économique de l'industrie du médicament, bien évidemment qu'il change. En tout cas, il change pour toutes les entreprises qui portent justement ces innovations de rupture. Mais le paysage de l'industrie du médicament, ce n'est pas que ça. C'est aussi des entreprises, des PME parfois familiales, ce sont des ETI qui ont des médicaments, ce sont les génériqueurs, ce sont les façonniers, qui contribuent au tissu industriel et que l'on doit pas, vous voyez, laisser pour compte. Donc il y a un équilibre à trouver entre le financement de ces innovations, équilibre qui va aussi provoquer chez les industriels concernés, probablement, et je suis d'accord avec ça, des modifications de modèles structurels dans leur façon d'organiser leur entreprise, dans leur façon de concentrer leurs efforts sur effectivement des produits souvent plus limités, des produits, comme on dit, de niche. C'est déjà ce qu'on observe pour un certain nombre de ces entreprises. Tout ça est assez logique. C'est aussi une question que l'on peut poser sur l'évolution d'un certain nombre de métiers. J'inclus là-dedans la visite médicale, qui est, à mon avis, un sujet majeur. Et puis, à côté de cela, vous avez certainement des entreprises qui ont vocation à rester plus traditionnelles, c'est-à-dire sur un modèle de chimie traditionnelle, avec des produits rodés et rompus, si je puis dire, à l'expérience. Bon, il restera toujours indispensable à la pharmacopée, et il faut réfléchir aussi à comment faire en sorte que ces industries-là continuent à vivre et puissent servir le tissu industriel, à la fois sur le plan scientifique, commercial et surtout sur le plan de la production. Et c'est l'équilibre entre les deux qui est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons un business model, puisque c'est un peu l'expression que vous avez utilisée, Philippe, c'est un business model qui est fondé sur d'abord l'efficience, c'est-à-dire la restitution des gains, des économies produites par ces innovations à travers l'efficience sur le système de soins. Il n'y a pas d'autre solution. Tant qu'on reste sur un système comptable,
on est sûr que ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'à un moment, ce que vous demandez sera toujours supérieur à ce que vous pouvez donner. Et il y aura une rupture qui va se faire. Donc si on veut que, à la fois, la santé, l'État et l'industrie trouvent le chemin de l'objectif de santé publique et en même temps du financement de cette santé publique, ça passe mécaniquement par une considération structurelle de notre système de soins et la recherche et l'évaluation des gains d'efficience de l'innovation technique en général dans ce système rénové. Je veux dire, beaucoup de rapports, beaucoup d'économistes, beaucoup de spécialistes de la santé disent tous la même chose. Tous la même chose. Donc, maintenant, que le diagnostic est assez clair, il faut s'engager là-dedans. C'est long, c'est difficile, c'est politiquement compliqué, et je suis sûr que c'est faisable, mais au prix certainement d'une mobilisation, oserais-je dire, quasi d'unité nationale, quoi. Il faut que tout le monde soit emmené dans ce mouvement. C'est une grande, grande réforme. Gilles Nussbaum, Décision Santé. Alors justement, vous appelez à une plus grande efficience du système de santé. Quelles mesures, si j'ose dire, appelez-vous de vos voeux? Est-ce la fermeture des hôpitaux? Vous faites les questions et les réponses, et ce n'est pas les miennes. Non, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure. C'est-à-dire, pour ce qui nous concerne, c'est utiliser le progrès technologique, l'innovation, comme un élément de gain d'efficience. Prenons un exemple concret. On développe la chimiothérapie orale et on développe en même temps la télémédecine par des outils connectés qui permettent de suivre et de surveiller l'efficience du traitement chez un patient donné. Ces deux éléments qui vous font faire des gains d'efficience, à la fois sur l'hospitalisation, sur la fréquence d'hospitalisation de ce patient, et puis aussi sur les visites, consultations d'infirmières ou de médecins, voire sur les transports aussi de ce patient. Donc vous allez sur la chaîne de la prise en charge et du parcours du soin du patient, faire des gains d'efficience par un outil de progrès technologique ou même plusieurs progrès technologiques associés. C'est typiquement ça, les réformes structurelles qu'il faut introduire. Alors, elles vont avoir un impact, avoir une espèce de double effet, c'est-à-dire qu'une fois que vous introduisez de telles mesures d'efficience, fatalement, à un moment, vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez bâti juste après-guerre en termes de réseau de santé, incluant maillage hospitalier, n'a plus tellement de sens compte tenu du fait que vous avez développé autre chose pour retrouver justement l'efficience de votre parcours de soins. Alors, il faudra effectivement se dire qu'est-ce qu'on fait de ces structures-là. Je parlais des hôpitaux, mais il n'y a pas que. Est-ce que le maillage même ou la responsabilité importante des médecins généralistes est de plus en plus importante dans l'orientation du parcours de soins? Est-ce que nous l'avons optimisé? Vous voyez bien comment aujourd'hui ils réagissent. Ils ont raison. Ce n'est pas dans une consultation de 10 minutes que vous pouvez intégrer des choses aussi importantes que la prise en charge des patients dans un parcours de soins. Donc il y a la question de la valorisation de la médecine libérale, il y a la question de la place de l'hôpital. On ne peut pas laisser nos hôpitaux encombrés, les urgences encombrées, simplement parce qu'on n'a pas trouvé la solution à la permanence des soins en secteur rural. Il y a la question aussi de la dichotomie qu'il y a entre le plateau technique hospitalier qui doit être concentré et valorisé, et puis l'hospitalisation, qui est un autre sujet. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'une hospitalisation à 1 500 € pour simplement des soins légers post-opératoires au 3e jour? Il y a des expériences aujourd'hui qui sont faites avec des hospitels, qui sont des structures secondaires, qui permettent aux patients d'être non pas hospitalisés, mais gardés en chambre avec une surveillance adaptée pour ce que j'appelle une convalescence courte et juste post-opératoire, et qui ne sont pas du tout au même coût. Donc il y a des expériences très intéressantes qui sont faites au Danemark, qui sont faites maintenant, qui commencent à être faites en France, qui rebâtissent quelque part structurellement ce tissu de soins, incluant l'hôpital. Il ne s'agit pas juste de décréter, c'est stupide, il n'y a qu'à fermer les hôpitaux. Non, mais il faut savoir ce qu'on en fait surtout, et comment on les concentre, et comment on répartit les lignes de force dans le secteur hospitalier, de telle sorte qu'ils y gagnent eux-mêmes, si je puis dire, que le personnel de soins qui travaille dans ces hôpitaux, il trouve aussi plus d'efficience, de l'épanouissement, ne soit pas tout le temps en crise de quantité, de qualité. C'est ça qu'il faut attaquer. Mais ce sont des réformes lourdes, extrêmement lourdes. Ce que nous disons, c'est que si on ne les démarre pas maintenant, je peux vous garantir que dans une génération, on n'aura pas bougé. Donc c'est maintenant que ça se passe. Oui, c'est la décision, il faut qu'elle soit prise maintenant, avec une certaine urgence quand même.
Hervé Ricard, pharmaceutique. Je vais me permettre d'insister un tout petit peu dans le sens de la question d'Alexis Dussol. Donc effectivement, après 8 mois de chaises vides, vous avez décidé le 19 décembre dernier, si je ne m'abuse, d'appeler à la reprise du dialogue CSIS, CSF, vous l'avez développé dans votre discours. On n'a pas entendu beaucoup de réactions du côté des pouvoirs publics sur cet appel à la reprise du dialogue. Arnaud Montebourg avait pris quelques positions fortes quand il était à l'économie sur le secteur. On n'a pas beaucoup entendu son successeur, M. Macron, bon, qui avait d'autres choses à faire, on est d'accord, mais tout de même. Globalement, quand on parle avec des parlementaires, souvent ils associent innovation et dispositif médical, innovation et biotechnologie, innovation et e-santé, et moins innovation et médicaments. On a parfois même le sentiment que les politiques cherchent un peu à vous ringardiser par rapport à ces secteurs. Est-ce que vous n'avez pas un problème de légitimité de votre prise de parole dans le débat public aujourd'hui ? Bon, politique de la chaise vide, reprise du dialogue, je réfute tous ces termes. On n'a jamais ni vidé la chaise, ni renversé la table, ni rompu le dialogue. On n'a jamais été aussi présent, paradoxalement, dans le dialogue avec l'État que cette année. La seule chose, et c'était très symbolique, et je en conviens, très fort, c'est que nous avons décidé de ne pas, pour une certaine période, continuer les travaux de cet élément-là particulièrement, CSF, et j'y mets aussi les rencontres internationales de recherche. Je ne sais pas si c'était ça ou pas ça qui a fait changer ou pas l'histoire, mais c'était, en tout cas, et c'était partagé par tous, la seule façon de faire clairement savoir à quel point il y avait une urgence à travailler sur les vrais sujets. Voilà, il ne faut pas y lire autre chose. Donc, pas de chaise vide, jamais de chaise vide. Je n'ai jamais fait la chaise vide, le LEM n'a jamais fait la chaise vide, le G5 n'a jamais fait la chaise vide, le LIR, etc. Tout le monde a toujours gardé le dialogue. Et l'État n'a pas non plus rompu le dialogue. Deuxièmement, donc, par conséquent, on ne reprend pas le dialogue, on le continue. Simplement, on veut le continuer différemment, avec une autre méthode. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Est-ce que je n'ai pas l'impression qu'on manque de légitimité ? Bon, la démarche d'humilité qui est la nôtre et qui nous habite en permanence nous oblige à nous poser cette question tout le temps. Enfin, bon, il ne faut pas exagérer non plus. Je crois que le médicament à en juger les débats qu'il provoque et l'émotion parfois qu'il provoque, je ne suis pas sûr qu'il ait perdu beaucoup de légitimité. J'ai même l'impression qu'il en a pas mal gagné. Non, pas que réactif, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés par les associations de patients, par les familles, par les parents d'enfants. Et ce n'est pas du réactif, c'est des gens qui sont en quête d'une recherche d'innovation qui n'est pas que e-santé, etc. Je dirais même que c'est presque leur sujet secondaire. Bien sûr, mais dans la couverture par les médias grand public, c'est vrai que la dimension du coût et de la soutenabilité du traitement par rapport à l'innovation qui est représentée était souvent plus mise en avant quand même. On ne peut pas le nier. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la légitimité auprès des médias. Oui. En tous les cas, la confiance. Oui, la confiance, bon, je crois qu'elle n'est pas non plus rompue avec les médias. Je crois qu'on essaye aussi de travailler le mieux que l'on peut. Après, la question de savoir est-ce que c'est le bon choix éditorial, je vais en dire, c'est plus un problème, mes amis qui vous regardent, c'est pas le mien. Mais moi, ce que je crois, c'est que les vrais sujets, et on gagnerait tous, hein, dans un pays qui est culturellement en ce moment alimenté par des sujets de défiance, eh bien, parler de temps en temps de ce qui fait la beauté, la grandeur de la recherche et la production, les espoirs qu'ils peuvent fournir aux patients, aux familles, etc., à mon avis, intéresserait beaucoup plus les Français que de savoir quel est le dernier bouquin qui sort en caméra cachée ou je ne sais pas quoi dans je ne sais quelle entreprise. Donc, si vous voulez, c'est ça. Il faut revenir à ce qui intéresse nos concitoyens. C'est nous, moi, mes enfants, comment allons-nous soigner demain ? Et est-ce que demain, au moins mes enfants ont une chance d'être guéris de ce qui est aujourd'hui incurable ? Je crois que ça, c'est la vraie question qu'ils posent. Et c'est ça qui nous interpelle. Là, nous sommes vraiment légitimes. Il n'y a pas de souci. Oui, bonjour, Stéphane Lemasson pour VA. Monsieur Herrera, vous avez annoncé la mise sur le marché d'un nombre considérable de nouveaux produits d'ici à 2017. On constate que relativement,
une diminution sensible du nombre de visiteurs médicaux. Je crois que les effectifs ont été divisés quasiment par 2, en tout cas le seront largement d'ici à 2018. Est-ce qu'on peut imaginer que ces nouveaux produits contribueraient à inverser la courbe des licenciements? Et j'ai une deuxième question qui n'a rien à voir avec la première. La FIPA, l'Association pour l'automédication, a annoncé régulièrement et encore récemment, en début de semaine, son souhait de voir la notion de panier de soins redéfinie, de façon à ce qu'une séparation bien claire soit établie entre les produits remboursables ou devant être remboursés et ceux qui ne le seraient pas. Est-ce que c'est une demande que vous accompagnerez en tant que président du LEM? Alors, sur la première question, je crois que j'ai la faiblesse de penser que, je ne sais pas si c'est une faiblesse d'ailleurs, que le sujet du nombre de visiteurs médicaux décroissant, effectivement, depuis plusieurs années, n'est pas une question de savoir s'il y a beaucoup de produits pas assez ou s'il y en aura plus demain, c'est d'abord une question de métier. C'est d'abord une interrogation qu'il faut avoir sur quelle est fondamentalement la raison d'être du métier de la visite médicale en 2015. Si votre question c'est est-ce que vous pensez que c'est la même raison d'être que celle qui a présidé aux années 70 et 80, ma réponse est clairement non. C'est ni ce que les médecins, les pharmaciens veulent, et je pense que ce n'est pas non plus l'état d'esprit de beaucoup de dirigeants de l'industrie du médicament qui aujourd'hui pensent différemment leur communication et leur interaction avec les professionnels de santé. Ce métier n'a jamais autant évolué dans ses responsabilités. Il n'a jamais autant évolué dans sa technicité. Il n'a jamais pris autant de poids dans la responsabilité en représentation des industriels sur le terrain. Il faut accompagner ce mouvement et il faut, quelque part, pousser le curseur jusqu'au bout de savoir qu'est-ce que nous souhaitons demander à la visite médicale de demain, qu'est-ce que nos interlocuteurs attendent de cette visite médicale-là. Alors, on peut rester accroché à l'ancien modèle, si je puis dire. Moi, je pense que la solution de la visite médicale et le renouveau de la visite médicale et quelque part la recréation d'emplois dans la visite médicale, eh bien, ce sont les visiteurs médicaux et les dirigeants qui l'ont dans leurs mains. Ça dépend de ce qu'on en fera et ça dépend de ce que l'on veut en faire. Donc il y a un vrai sujet que Pascal Le Guyader et son équipe connaissent bien, qui est un sujet qui touche aux compétences, au développement des passerelles, à l'évolution des métiers. Et c'est un sujet sur lequel le LEM est absolument mobilisé. La visite médicale est un exemple, ce n'est pas le seul. Nous en avons quelques autres aussi. Mais celui-là est un sujet clé. Et il faut dire à nos visiteurs médicaux, voilà, l'avenir est devant, nous ne l'avons pas derrière. Et il faut travailler sur ce que veut faire ensemble pour les professionnels de santé. Et si c'est le métier d'il y a 20 ans, ou si certains pensent que ça serait bien de garder le métier d'il y a 20 ans, je les invite à s'interroger sur la légitimité qu'il y a à raisonner comme cela. Et puis l'autre question sur la FIPA, je sais un petit peu moins au sujet enfin, j'ai moins bien compris ce que vous évoquiez. C'est la question de répartir différemment le développement du marché de l'automédication, pour faire court, est lié entre autres à une confusion entre ce qui doit être remboursé et ne doit pas l'être. Donc en clair, elle demande une nouvelle définition de la notion de panier de soins. Et que, comme vous présidez bien sûr le LEM et les entreprises de recherche et d'innovation, je me demandais si finalement ce n'était pas un souhait que vous accompagneriez finalement. Non, ce qui est sûr, c'est que le LEM soutient, aux côtés de la FIPA, le développement de l'automédication comme une solution structurelle aux économies de santé. Mais automédication, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit. C'est la question de savoir qu'est-ce qu'on laisse en automédication, comment on fait d'une automédication une automédication responsable. Vous savez très bien comme moi que si vous faites l'expérience d'aller chercher dans n'importe quelle pharmacie du quartier de l'ibuprofène, vous aurez probablement chez 8 pharmaciens sur 10 peut-être une question qui timidement vous demandera si vous prenez déjà un anti-inflammatoire. La question de la automédication passe nécessairement par une très grande implication de nos amis pharmaciens et d'accompagner ce mouvement pour faire en sorte que cette automédication soit effectivement sécuritaire. La FIPA prône ça. Et en plus, ils ont effectivement ils font un travail remarquable sur la définition du panier, c'est-à-dire bien dichotomiser ce qui doit faire partie du déremboursé, c'est-à-dire vraiment du produit qui est en vente libre et qui est en prix libre quelque part et qui n'est pas et que le patient peut acheter lui-même sous conseil du pharmacien, et de ce qui est délisté, ce qui est un système différent
qui correspond à des dosages de produits par ailleurs remboursés spécifiques à l'automédication. Ce que l'AFIPA prône, c'est de mieux redéfinir le panier du délistage. Et là-dessus, nous l'accompagnons également. C'est un sujet complexe qui ne fait pas non plus l'unanimité, notamment avenue de Ségur. Donc il faut réfléchir à comment on accompagne ce mouvement et comment on fait en sorte de convaincre sur le bienfait de l'automédication pour peu que ça soit sécurisé, c'est clair. Pascal ? 13 029. Enfin, oui. On arrête là. Je vous invite à un verre de l'amitié et vous remercie de votre attention.